Bien, alors bonjour tout le monde. On touche la fin, donc chaque fin il y a un début. Alors tout à l'heure j'aurai l'occasion de revenir sur les grandes lignes du projet que j'avais partagé sur Classroom. Mais avant ça, je dois d'abord terminer la partie concernant le protocole MCP, modèle Context Protocol. Donc je rappelle, moi c'est un protocole dont nous avons beaucoup parlé. Mais c'est un protocole qui est extrêmement important, qu'il faut bien comprendre et il faut savoir comment le mettre en œuvre. Donc, je rappelle que nous avons vu jusqu'à présent en fait les concepts de base de l'IA agentique. Donc, je rappelle que en fait, en gros, un agent c'est une entité autonome qui est capable de prendre des décisions de manière autonome et qu'un agent est défini par son cerveau et son corps. Le cerveau, c'est les Large Language Models. Donc, on avait pris le temps de voir comment interagir avec les LLMs. Et puis, donc, l'agent, il a un corps et les corps, c'est les tools. Donc, les tools, c'est l'ensemble des fonctions qui permettent à l'agent d'effectuer donc sa tâche et pour atteindre bien sûr son but. Et puis, nous avons dit que les tools, donc, c'est des fonctions, mais c'est des fonctions qui peuvent être accessibles à distance. C'est-à-dire, un agent a la possibilité, à partir d'une machine, d'accéder à des tools qui sont exposés dans d'autres machines à distance. Mais c'est grâce à quoi? Grâce à ce protocole MCP. Donc, MCP, donc, c'est un protocole qui est très, très utile dans les systèmes multi-agents, ou bien dans les systèmes agentiques, parce qu'il va permettre à un agent d'avoir un corps comme je le disais, donc d'avoir un corps qui est infini, c'est-à-dire un agent donc qui se trouve dans une machine a la possibilité de se connecter à des systèmes remote pour pouvoir effectuer des tâches. Et puis donc un agent donc a un prompt parce qu'il a un but à atteindre. Nous avons vu comment construire les prompts, qui sont les caractéristiques des prompts. Et puis donc l'agent il a besoin d'une mémoire. Pourquoi la mémoire? Parce que les LLMs sont de type stateless. Donc les LLMs, c'est pas le LLM qui va garder l'historique des conversations avec l'agent, mais plutôt c'est l'agent lui-même qui devrait structurer l'historique de la conversation et le contexte dans une zone spécifique, ce qu'on appelle la mémoire. Donc globalement, il y a quatre composants principaux. Donc pour l'agent, donc il y a le 1, c'est le LLM, le 2, c'est les tools, 3, c'est la mémoire et 4, c'est le prompt. Donc d'ailleurs, on a vu qu'avec pour mettre en œuvre ce concept-là avec LangChain, avec la fonction create agent, ben, vous lui donnez tout simplement quels sont les tools, quel est le LLM à utiliser, quelle est la mémoire et quels sont s'il vous plaît, et donc quel est le LLM, quels sont les tools, quelle est la mémoire et quel prompt. Donc globalement ça, on sait le faire. Et puis nous avons vu que l'agent fonctionne sous le fonctionnement d'un agent, il est régi par un pattern qui est React. Donc React Reasoning Action. Donc je rappelle que le pattern React fonctionne en trois étapes. Donc la première étape c'est le raisonnement. C'est le LLM qui va faire le raisonnement. Une fois qu'il va faire le raisonnement, il va déterminer quelle est l'action à prendre. Donc quelle est l'action? C'est l'utilisation généralement fait appel à l'utilisation d'un tool. Si. Donc, le tool, souvent, il va permettre à l'agent d'agir sur l'environnement. Et quand on va agir sur l'environnement, on va récupérer ce qu'on appelle des observations. Il y a des résultats, il y a des feedbacks de l'environnement. C'est ce qu'on appelle les observations. Et puis, ces observations-là, ils vont encore revenir, remonter vers le LLM, qui va encore raisonner, déterminer ensuite quelle est l'action suivante à prendre. On récupère les observations, raisonnement, action, observation, raisonnement, action, observation, jusqu'à ce que l'agent termine sa tâche. Donc, vous voyez, donc ça, c'est de la planification. C'est exactement ce qu'un être humain fait. C'est que quand on vous demande de faire des choses, vous allez faire un raisonnement et puis vous allez déterminer quelle est la première action à prendre.
vous allez pour agir, donc vous allez utiliser des tools, des outils de travail. Et puis donc quand vous allez agir sur votre environnement, il y a un feedback. Et bien ce feedback, il va vous permettre encore de raisonner et de déterminer quelle est l'étape suivante, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à réaliser réaliser la tâche. Okay. Et puis donc pour mettre en œuvre tout ça, donc nous avons vu au début comment travailler avec LangChain. Principalement, c'est un framework on va dire, ayant une abstraction high level. Il permet de faciliter le travail, notamment avec la fonction Create Agent, ça vous permet de créer un agent. Mais nous avons vu que LangChain, c'est pratique si vous voulez créer des cas simples, si vous voulez créer un système simple et moyen, mais dès que vous arrivez à des systèmes plus complexes dans lesquels vous avez plusieurs agents, et vous allez avoir des contraintes comme human in the loop, où vous avez des contrôles à faire, vous avez plein de règles de sécurité imposées au niveau de production. Alors, dans la majorité des cas, on est en fait obligé de passer de LangChain vers LangGraph. Bon, en tout cas, si on reste dans Python. Et le dernier cours qu'on a eu fait, c'était sur LangGraph. Et nous avons montré les concepts de base de LangGraph. Et c'est le plus important aujourd'hui, donc en tout cas, si vous voulez mettre en œuvre un système agentique. Et le projet que je vous ai laissé sur Classroom, donc justement, il sera basé sur LangGraph. Donc, ça serait pour vous l'occasion de maîtriser cet écosystème de LangGraph. Alors, maintenant, aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur ça, c'est-à-dire ce MCP-là. Alors, d'abord les concepts de base, et puis comment le mettre en œuvre. Donc, MCP, donc c'est Model Context Protocol. Bon, c'est un protocole qui a été introduit il n'y a pas très longtemps, notamment chez Anthropic. Anthropic, donc c'est l'éditeur, on va dire, des géants des LLMs comme Claude Code et tout ce qui va avec. C'est très populaire. Donc ils ont en fait proposé ce protocole-là qui va devenir très rapidement un standard des systèmes distribués agentiques. Donc c'est un protocole qui permet, comme je disais, à un agent d'accéder à des tools qui sont exposés à distance via différents types de protocoles de transport. Alors, en principe, c'est un protocole qui utilise le format JSON RPC, Messages. Bon, c'est-à-dire que les messages échangés entre le client MCP et le serveur MCP, c'est des messages qui respectent la norme JSON RPC. Je rappelle juste RPC, c'est Remote Procedure Call. C'est un ancien, on va dire, standard qui était connu dans les systèmes distribués. Et donc, l'idée principale, c'est de comment permettre à une application qui se trouve dans une machine de communiquer avec une autre application qui se trouve dans une autre machine en échangeant des messages au format JSON, mais en respectant un protocole qui vient d'écrit. Alors, l'idée principale du protocole, en fait, MCP, c'est quoi? Il est fait, en tout cas généralement pour les agents. Généralement, quand vous utilisez l'interface utilisateur, vous envoyez une requête vers l'application, vers l'agent. Alors souvent, bon, l'agent il récupère le prompt, il va l'envoyer vers le LLM. Le LLM, il va raisonner. Et puis, généralement, le LLM va demander à l'agent d'exécuter ce qu'on appelle les tools. Alors maintenant, les tools donc peuvent être des fonctions qui peuvent être utilisées en local. Ça, on a déjà vu comment le faire. Mais également, les tools peuvent être exposés à distance via ce qu'on appelle des serveurs MCP. Et donc, n'importe quelle application ou bien n'importe quel client MCP, notamment un agent, il a la possibilité donc d'accéder à des tools qui sont exposés soit en local, soit à distance, il y a 3 standards, c'est-à-dire il y a 3 protocoles qui sont utilisés. Alors, le premier, c'est standard input, output. Donc, le premier standard, c'est STDO, c'est standard input output. Donc, c'est un protocole de communication
qui est généralement qui permet d'accéder à des tools en local. Bon. C'est-à-dire, en quelque sorte, si vous voulez exposer des tools en local pour une autre application mais qui se trouve dans la même machine, ça, il y a un protocole standard qui est très pratique, qui est standard input-output. C'est très pratique quand par exemple, vous prenez par exemple, vous exposez des tools avec Node.js, il y a un tool avec, par exemple, avec Java ou un tool qui est développé avec n'importe quel langage. Et puis, vous développez un agent avec un autre langage. Et donc, si vous voulez qu'un agent développé un langage puisse exploiter des tools qui sont exposés via d'autres langages, eh bien, c'est dans la même machine. Donc, c'est pratique d'utiliser standard input-output. Donc, généralement, c'est pratique quand vous voulez exposer des tools côté front-end, côté application utilisateur, notamment par exemple, pour euh, la gestion des fichiers. Par exemple, si vous voulez à un moment donné que votre agent puisse, par exemple, créer des fichiers, modifier des fichiers ou utiliser des capteurs de votre machine. Donc, c'est plus pratique d'utiliser standard input-output. Mais si vous voulez accéder à des tools à distance, notamment via HTTP, eh bien, nous disposons donc de deux standards. Il y a ce qu'on appelle SSI et Streamable HTTP. Alors, SSI, c'est Server Send Event. Server Send Event, donc c'est un protocole qui est très connu en HTTP. Et c'est un protocole qui fonctionne en mode ce qu'on appelle half duplex, c'est-à-dire quoi? C'est que le client envoie une requête HTTP vers le serveur et puis il attend des messages il attend des messages qui vont être envoyés par le serveur. C'est-à-dire le client envoie une requête HTTP avec POST et après il écoute les messages qui sont envoyés par le serveur. Dès qu'un serveur a des messages à transmettre au client, il va les envoyer sous forme de ce qu'on appelle des événements de type Server Sent Event. Et ça marche, c'est très pratique généralement, surtout quand il s'agit des applications web, notamment basées sur des navigateurs. Et donc le SSI donc peut être pratique, mais SSI c'est un protocole qui n'est pas bidirectionnel, c'est-à-dire la communication ne se fait pas dans les deux sens. Donc ça se fait uniquement dans un seul sens. Ça veut dire quoi? Le client envoie la requête, demande quelque chose, et quand il demande quelque chose, il va commencer à écouter les événements qui viennent du serveur. C'est-à-dire pendant la conversation, le client ne va pas interagir en mode interactif avec c'est-à-dire avec le serveur. Et donc c'est pour cela qu'il y a un autre protocole qui a été créé, qui est beaucoup plus puissant, notamment pour le protocole MCP, c'est ce qu'on appelle Streamable HTTP. Donc lui, donc c'est un protocole qui permet d'accéder à des tools, on va dire à distance, mais c'est un protocole qui fonctionne en mode full duplex. Alors full duplex, ça veut dire tout simplement la communication se fait en bidirectionnel. C'est une connexion HTTP permanente entre un client MCP et un serveur MCP. Alors, pour faire cette connexion permanente, donc il y a deux façons de faire. Soit on utilise HTTP2. Vous savez que le protocole HTTP2, c'est un protocole qui fonctionne en mode connecté. C'est-à-dire, c'est une connexion permanente qui se passe entre un client HTTP2 et un serveur HTTP2. Et donc, une fois que la connexion est établie, à n'importe quel moment donné, le client peut poser une question au serveur. Et à n'importe quel moment donné, le serveur peut contacter le client. C'est-à-dire, c'est comme si vous appelez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la ligne téléphonique, et après, vous gardez la ligne ouverte, et tant que la ligne elle est maintenue, ouverte, il vient à n'importe quel moment donné, je peux poser des questions et je peux recevoir des réponses. Donc, c'est exactement ça le protocole HTTP2. Et donc, dans la majorité des cas, plutôt donc le protocole HTTP, plutôt MCP va préférer souvent l'utilisation de Streamable HTTP parce que c'est beaucoup plus performant. C'est la communication elle est bidirectionnelle. Mais parfois pour les navigateurs, pour les browsers, vous savez que parfois les browsers ne supportent pas forcément le HTTP2. Et quand vous avez un client qui ne supporte pas le HTTP2, on peut également
utiliser Streamable HTTP via un mode que c'est HTTP1, mais en mode ce qu'on appelle Chunked. C'est le modèle, plutôt le protocole HTTP1 Chunked. Donc, c'est une façon en quelque sorte de simuler le protocole HTTP2. Donc, bref, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces parties-là, mais ce qu'il faut noter pour vous, c'est que d'abord, MCP, c'est un protocole qui permet à des agents AI d'accéder à des tools qui sont exposés soit en local, soit à distance. Alors, Standard Input-Output permet d'accéder à des protocoles, plutôt à des tools qui sont exposés par des applications dans la même machine. Donc, la communication se fait dans les entrées input standard et la sortie standard. Mais si vous voulez accéder à des tools à distance, vous avez deux protocoles, deux modes de transport, si vous voulez. Il y a SSI et Streamable HTTP. Alors, donc ce protocole-là, il va permettre de mettre en place en fait des applications agentiques qui peuvent être distribuées multilangages, multiplateformes. C'est-à-dire, vous n'aurez aucun mal d'écrire, par exemple, un agent avec Python qui va utiliser des tools qui sont écrits avec Node.js ou bien des tools qui sont écrits avec Java ou un autre langage. Donc, on va dire, interopérabilité, elle est garantie de manière transparente, si vous voulez, par le protocole MCP. C'est clair? Alors, maintenant, les détails, le protocole, c'est un peu l'idée de base, c'est ça. Mais les détails du protocole lui-même, ils sont décrits c'est-à-dire les spécifications sont décrites c'est-à-dire dans le site Model Context Protocol. Et puis donc aujourd'hui, bon, je vais pas rentrer dans les détails du protocole parce que vous allez trouver quelques slides qui montrent un peu globalement c'est-à-dire les détails de communication entre le client MCP et le serveur MCP. Mais dans un premier temps, ça vous pouvez le voir par la suite. Mais le plus important pour le moment, comme on est un peu serré par le temps, le plus important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce protocole MCP. Alors, c'est pour cela, je vais d'abord vous montrer comment créer un serveur MCP. Alors, on va utiliser Python parce que c'est le langage qu'on utilise, mais vous pouvez faire la même chose avec Java, avec C# ou Node.js, donc c'est toujours le même principe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer je vais créer un serveur MCP basé sur Python, dans lequel je vais créer deux tools. Il y a un tool qui permet de retourner un simple résultat, get employee info qu'on a déjà utilisé. Et puis il y a un tool qui permet de faire une recherche web. C'est-à-dire un tool qui va utiliser donc l'API qu'on a déjà utilisé, si vous vous rappelez, Tivoli. Donc c'est une API qui permet d'accéder, de faire des recherches web. Donc c'est très pratique. Donc on va l'utiliser ici. Et puis, une fois qu'on va exposer le serveur, nous allons voir comment le tester. Alors, tester un serveur MCP, c'est très important de savoir comment le tester avec des outils comme Postman, qui supportent les tests des protocoles, plutôt des serveurs MCP. Mais également, on va utiliser un outil que vous pouvez démarrer en local, qui est ce qu'on appelle MCP Inspector. Donc, c'est un outil que vous pouvez installer via Node.js et qui permet de tester les serveurs MCP. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en premier lieu. Et puis, nous allons voir comment créer un client MCP. Alors, donc pour nous, un client MCP, c'est un agent. Donc, on va créer un agent plutôt avec LangChain ou bien LangGraph. Et nous allons voir comment est-ce que cet agent-là, via un client MCP Client, comment est-ce qu'il peut exploiter donc les tools qui sont exposés via MCP Server. Et puis quand on va faire ça, comme vous avez déjà fait, je pense, un séminaire sur In8n, n'est-ce pas? Alors ça serait l'occasion de vous montrer rapidement comment créer un use case, par exemple In8n, qui permet également d'exploiter les mêmes tools qui sont exposés via ce serveur MCP. Ça, c'est ce que je vais faire et vous allez suivre la démo. Et tout à l'heure, donc, je vous donnerai l'enregistrement pour faire ce travail. Voilà. Alors, pour faire ce travail-là, donc, je vais faire
fermer ça. Alors, je reprends. Alors, je vais créer un dossier que je vais appeler MCP démon MCP, comme ça. Alors, cd MCP démon MCP. Et puis, je vais ouvrir donc ce dossier-là sur VS Code. Voilà. Et puis, donc, je vais utiliser UV init. Et je peux utiliser la version de Python. Donc, du moment qu'on utilise, donc je vais utiliser la version, par exemple, 3.13 ou 3.12, peu importe. Alors, c'est important de spécifier pour être sûr. C'est pas version, c'est Python. Donc, Python 3.13. Alors, vous allez forcément voir ici donc votre projet. Ici, c'est bien la version 3.13. Et puis, on va créer l'environnement virtuel. C'est UV virt VNV. Et puis, on va activer l'environnement source VNV bin activate. Et on peut commencer à installer nos dépendances. Alors, bon, la première, donc, add, c'est IPyKernel si vous voulez utiliser donc Jupyter, un notebook, IPyKernel, on en aura besoin. Voilà. Et puis, donc, dans notre cas, on veut utiliser MCP. Donc, la première dépendance qu'on va installer, c'est UV add MCP. MCP entre crochets CLI. Mais ça, vous le mettez entre double quotes. OK? MCP CLI. Je pense que la connexion est un peu faible. C'est bon? Alors, une fois qu'on fait ça, maintenant on va créer notre serveur MCP. Donc, on va créer un fichier que je vais appeler MCP server.py. Alors, from MCP server fastMCP, on va importer une classe qui s'appelle fastMCP. OK. Généralement, c'est cette classe fastMCP qui nous permet de créer un serveur MCP de manière très simple. OK. Alors, maintenant, donc j'ai besoin pour créer un serveur MCP, donc on va utiliser on va créer juste une variable que je vais appeler MCP égale, c'est fast MCP. Alors, fast MCP, donc votre serveur, vous lui donnez un nom, name, donc je vais l'appeler MCP server. Et puis vous allez lui donner le host. Alors le host, c'est-à-dire parce que c'est un serveur MCP, c'est un serveur HTTP qui va écouter les connexions HTTP sur quelle interface. Alors ici, donc je vais utiliser 0.0.0.0. Sinon, vous pouvez mettre l'adresse IP ou bien localhost. Alors, c'est-à-dire, donc normalement, quand vous faites 0.0.0, ça veut dire que, c'est-à-dire ce serveur MCP, il est accessible depuis n'importe quelle adresse IP, en tout cas du réseau local. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a le port. Alors, je vais utiliser 24 000. Vous pouvez choisir un port quelconque. Voilà. Alors, une fois que vous créez MCP, c'est-à-dire... oui, voilà. Une fois qu'on crée le serveur, on va créer les tools, parce qu'un serveur permet d'exposer des tools. Alors ici, donc, je vais créer deux tools. Donc, la première, je vais créer une fonction que je vais appeler getEmployeeInfo, par exemple.
Alors, c'est un tool qui reçoit en input le nom de l'employé, de type string, et qui permet de retourner un objet qui contient le nom de l'employé, name, le salaire. Alors, par exemple, ici, 23 000. Et puis, l'ancienneté. Par exemple, 12. Alors, pour que ce soit en fait, un serveur, plutôt un tool via MCP, vous allez utiliser un décorateur. Alors, d'habitude, on utilise tool de LangChain. Si vous allez utiliser MCP, c'est-à-dire cette variable-là, et vous faites appel à un décorateur qui s'appelle tool. OK? Donc, c'est-à-dire ça, c'est un tool qui va être exposé par ce serveur MCP. Et puis, je vais créer la même chose. Donc, je vais créer un autre tool, mais cette fois-ci qui va utiliser euh, Tivoli pour pouvoir faire une recherche web. Alors pour cela, donc j'ai besoin d'ajouter la dépendance UV add LangChain. Ça, on aura besoin. LangChain, toujours vous en aurez besoin. Et puis vous ajoutez LangChain Tivoli. Voilà. Et donc si vous importez ça, donc on va importer from LangChain Tivoli. On va importer, import. Vous avez Tivoli search. Okay. Alors, je vais créer Web Search Client en faisant appel à Tivoli Search. Alors, je vais utiliser les paramètres par défaut. Et puis, je vais créer le tool Web Search. Alors, ici, donc, il y a une requête qu'on va donner de type string. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Web Client, ça, Web Search Client. Invoke. Alors, on va invoquer tout simplement, on va lui donner un objet dans lequel on spécifie c'est quoi la requête, query. Et dans notre cas, la requête, c'est tout simplement c'est query. Et ça vaut. Là, je suis en train de me connecter au web pour faire une recherche web pour récupérer des actualités, par exemple. Alors ça, c'est results. Et pour faire plus simple, donc, je vais directement retourner results. Return results. Alors, ça, c'est aussi un MCP tool. N'oubliez pas les parenthèses. Et puis, sans oublier les commentaires. Parce qu'un tool doit avoir une description, n'est-ce pas? Et la description, c'est un doc comment. Alors, donc ici, donc, je vais dire, par exemple, get euh, employee info, get info, par exemple, about the given employee. About. Et puis ici, on va mettre un commentaire search web for the given query. Ça, c'est une recherche web. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous avez presque terminé le serveur MCP. Maintenant, on va juste démarrer notre serveur MCP. Et pour le démarrer, donc, c'est la fonction main, dans notre cas, c'est if name égale main. Et bien, on va utiliser tout simplement, c'est mcp.run.
Et quand vous utilisez run, vous spécifiez le transport. C'est quel protocole? Et là, c'est important parce que si vous regardez le transport, vous utilisez soit, normalement, les protocoles que vous pouvez utiliser, soit SSI, vous avez Standard Input Output ou bien système HTTP. Alors maintenant, si vous voulez que votre serveur MCP soit accessible à distance, vous pouvez utiliser soit SSI, soit Streamable HTTP. Alors dans notre cas, on va utiliser Streamable HTTP parce que c'est le plus, aujourd'hui, c'est le plus performant si vous voulez. Mais si vous voyez que parfois Streamable HTTP ne marche pas parce qu'un client ne supporte pas Streamable HTTP, ben vous allez changer avec SSI parce que SSI ça passe dans tous les cas. Donc ça c'est un petit détail important. Alors il reste juste un petit détail, c'est que comme on utilise Tivoli, nous avons besoin de API Key parce qu'en fait Tivoli donc c'est un outil qu'il faut en fait qui demande une clé. Alors je vais la chercher donc Tivoli API Key. Alors, si vous êtes authentifié, vous pouvez la créer gratuitement. Donc, j'ai déjà créé une clé ici. Je vais prendre. Sinon, vous pouvez créer une autre clé. Et dans les bonnes pratiques, les clés, on les met où? .env. On va créer un fichier .env. On va créer une variable qu'on va appeler Tivoli API Key égale CTRL-V. Et pour lire ces variables d'environnement, donc nous aurons besoin exactement d'installer .env, n'est-ce pas? Alors c'est Python .env. Et si vous l'avez installé, donc on va revenir ici, on va importer. Alors from .env IPython, vous allez importer la fonction qui s'appelle load.env. Oui, ça dépend c'est en fonction des versions. Parfois il faut le mettre, parfois il faut pas le mettre. Oui, tout à fait. Donc load.env et puis donc on va faire appel à load.env et vous mettez ici override si vous voulez égal. Comme quoi si il va lire les variables d'environnement, il va les placer dans l'environnement. Si jamais la variable existe déjà, il va la mettre à jour. Ça, on sait déjà le faire, on a l'habitude de le faire, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici on va démarrer notre serveur. Donc comme c'est une application, on va la démarrer directement ici run, ou tout simplement, vous pouvez utiliser Python, la commande Python, tout simplement uv run mcp server py. Alors ça permet de démarrer le serveur. Voilà. Alors, vous voyez donc qu'il démarre le serveur, mais c'est quel port? C'est le port 2400. Alors maintenant, nous avons un serveur MCP, nous avons des tools. N'importe qui veut utiliser vos tools, il suffit de lui donner votre adresse. Donc, vous allez dans n'importe quel, vous allez vers In8n ou vous allez vers n'importe quel outil, peut-être Java ou Python. Et donc, avec cette adresse-là, donc, on peut accéder à ces tools. Alors, on va tester. Donc, c'est exactement ce que je vais faire ici. Donc, ce que je vais faire, ce que je vous ai montré, c'est ça. J'ai créé le serveur MCP. Donc, vous avez des tools qui accèdent au web via Tivoli. Donc, ça, on a montré. Et puis, donc, nous allons tester ça avec soit Postman, soit un outil qui s'appelle MCP Inspector. Alors, si vous voulez tester avec MCP Inspector, c'est plus pratique. Donc, ici, donc, je vais revenir à mon projet. Celui-là. Alors, je vais lancer un autre. Il ne faut pas arrêter celui-là, ce terminal. Donc, je vais lancer un autre terminal. Ici. Et puis, je vais tout simplement installer, utiliser npx. Alors, pour démarrer, donc, je vais utiliser directement, c'est npx, directement, modèle.
modèle, contexte, protocole. Quoi? Vous suivez? Jusque-là, vous êtes bien branchés, donc soyez branchés jusqu'à la fin de l'aliment, d'accord? Alors, modèle, contexte, protocole, slash quoi? Inspecteur. Voilà. Alors, vous démarrez un inspecteur, regardez, il va démarrer une interface, ça c'est une interface web, qui vous permet directement de tester n'importe quel serveur MCP. Alors, c'est une interface qui démarre en local, oui, qui utilise quel port? C'est 62, 74, et puis il génère un token, d'ailleurs c'est pour cela que vous le voyez ici. Donc ce token-là, il est important parce que c'est ce token-là qui vous permet d'accéder à cette session. Et donc, si vous regardez le navigateur, ici, regardez comment on va tester. C'est vraiment en 2 clics. D'abord, vous voulez accéder à un serveur MCP avec quel protocole? Streamable HTTP. Où se trouve-t-il? En localhost. Quel est le port? 24 000. Et vous ajoutez ici slash MCP. Quand vous utilisez Streamable HTTP, vous mettez MCP. Si vous mettez SSI, vous mettez SSI. OK? Alors, et puis vous faites connect. Regardez, et la connexion est établie vers le serveur. Vous voulez voir la liste des tools, ils sont là, liste des tools, il y en a 2. Et puis si vous voulez tester le tool, vous cliquez, vous faites run tool, regardez, il vous donne le résultat. C'est-à-dire, j'arrive à voir les informations sur un employé, par exemple, Hassan. Vous voyez donc Hassan, le salaire et l'ancienneté. Et puis, si vous voulez faire la recherche web, par exemple, ici, query, je vais mettre, par exemple, la valeur de l'action, par exemple, de Google aujourd'hui. Alors, ça, c'est une recherche web qu'il va faire, le tool, et puis il vous retourne les résultats. Donc là, il a trouvé quelques résultats sur plusieurs 1, 2, 3, 4, 5. Et il vous donne la source et en même temps, il vous donne la valeur. Ici, regardez, c'est 300, 338, etc. L'essentiel, c'est qu'il est arrivé à se connecter à Internet pour me chercher des actualités parce que ça, c'est quelque chose qui concerne l'actualité d'aujourd'hui. C'est clair? Bien. Alors maintenant, nous savons maintenant comment créer un serveur MCP et nous savons comment tester le serveur MCP avec un client, les ROA, l'inspecteur, modèle Context Protocol. Et vous pouvez faire la même chose avec Postman, n'est-ce pas? Alors ici, donc, je ne vais pas faire dans le site démo Postman. Donc, généralement, c'est plus pratique d'utiliser cet outil-là. Ça vous permet d'aller plus rapidement. Mais de la même manière, vous pouvez utiliser Postman parce qu'il supporte les dernières versions de Postman, supporte MCP. C'est clair? Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est que maintenant, supposons, je veux créer une autre application dans laquelle je vais créer un agent, n'est-ce pas? Un agent qui va utiliser ces tools qui sont exposés. Et puis, je vais utiliser Inuit-N, comme ça, on peut faire les deux. Alors, je vais créer maintenant l'agent. Alors, techniquement parlant, tout ce que je vais faire maintenant, c'est un autre projet, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je crée un autre projet, j'installe encore UV, etc. Mais je n'ai pas besoin de créer de projet, c'est juste pour aller plus vite. Mais c'est juste dire que l'agent que je vais créer, il se trouve dans un projet complètement différent du serveur MCP. Donc, mais je vais mettre tout dans le même projet, ok? Alors, je vais créer un notebook, new file. Alors, le notebook, dans notre cas, donc, je vais l'appeler, par exemple, je vais utiliser graph.ipynb. OK. Je vais sélectionner le noyau. C'est celui-là, l'environnement. Et puis, je vais maintenant importer, je vais créer un agent. Donc, nous avons vu que pour créer un agent, on peut utiliser soit LangChain, soit LangGraph. Comme on a un cas plus simple, on va utiliser quoi?
LangChain. Alors ici, donc je vais utiliser LangChain agents. Je vais importer la fonction create agent. OK? Et puis ici, donc je vais utiliser OpenAI. Donc je vais la même chose lancer un autre terminal. Oui, donc ici nous avons lancé combien de terminaux? Le premier, on a lancé le serveur. Le deuxième, c'est l'inspecteur pour tester. Maintenant, je suis à ce niveau-là. C'est là où je vais lancer mon application cliente, c'est-à-dire l'agent. OK? C'est comme si vous dites, c'est trois machines différentes. Alors, je vais installer donc LangChain OpenAI, parce que je ne l'ai pas fait. OK? J'ai besoin maintenant d'utiliser MCP Client. Tout à l'heure, nous avons installé MCP CLI. Je vais utiliser ici MCP. Alors, je vous ai laissé tout ici sur les slides. Alors ça, on a fait. Ça, je passe. Voilà, c'est ici. Alors, au début, on avait installé ça, si vous voulez. Alors, ici, on a déjà fait ça. On a installé. Bon, ça, c'est IPython, on en aura besoin après, etc. LangChain, on a fait. Voilà, c'est ce qu'il me faut maintenant, c'est ça. C'est LangChain MCP Adapters. Parce que c'est LangChain MCP Adapters qui me permet de créer ce qu'on appelle un client MCP. Et un client MCP, c'est lui qui va permettre de communiquer avec un serveur MCP. Donc LangChain MCP Adapters. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, add LangChain MCP Adapters. OK. Alors, donc, une fois qu'on a importé, donc from LangChain OpenAI, on a besoin d'importer chat OpenAI, parce que nous avons besoin de créer un agent chat OpenAI. On aura besoin de load.tnv, la même chose, from .tnv, import load.tnv. OK? Alors, load.tnv, parce que nous aurons besoin de la clé OpenAI, comme d'habitude. Alors, je vais chercher une clé OpenAI. Plateforme. API key. Je m'attends qu'un jour qu'ils me disent tu as trop exagéré, tu crées beaucoup de clés. Alors ici, donc, je vais l'appeler MCP, la clé. Copier. Et cette clé, on va la mettre dans le fichier .tnv. On va l'appeler OpenAI API key. Égale à quoi? Égale à ça. Parfait. Et puis, on revient vers notre client MCP, notre agent. Alors, on va exécuter. C'est bon. Alors, maintenant, je vais créer un agent qui utilise des tools. Mais les tools ne sont pas là, n'est-ce pas? Ils sont exposés par le serveur MCP. Donc, j'ai besoin de créer le client MCP. Alors, pour le client MCP, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez? Vous allez créer MCP Client en utilisant une classe qui s'appelle Multi-Server MCP Client. Vous allez importer à partir de MCP Adapters Client. Et puis, quand vous le créez, vous allez lui donner le nom du serveur, vous pouvez l'appeler comme ça. Et puis, il y a deux paramètres. Transport, c'est quel protocole?
streamable HTTP, et l'URL où se trouve le serveur MCP. Et directement après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire mcpclient.getTools. Automatiquement, il va échanger avec le serveur, il va avoir la description des tools. Et puis ces tools-là, ben, c'est ces tools-là que vous allez donner directement à votre agent. Oui, donc automatiquement maintenant, votre agent, il utilise des tools qui sont accessibles à distance via MCP. Alors, donc j'importe from, c'est LangChain, ok, MCP adapters client, import multi-server MCP client. Il faut l'importer. Et puis ici, donc, on va l'instancier. Je vais l'appeler MCP client égale multi-server MCP client. Alors ici, vous lui donnez un objet en paramètre dans lequel vous mettez le nom du serveur. Ici, donc, je l'appelle MCP server. Et puis, dans la valeur, c'est un objet qui contient deux paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est quoi? C'est transport. Et le deuxième, c'est l'URL. Alors, ça, transport, c'est quelle valeur? C'est, il faut bien l'écrire, c'est streamable, HTTP streamable underscore HTTP. Et puis l'URL, alors l'URL c'est HTTP. Pour le moment, c'est localhost. Localhost, le port c'est 24000/MCP. Alors, ça c'est important. Vous créez l'objet et après maintenant, on va récupérer les tools. Alors, tools égale à quoi? C'est MCP client.get tools. Mais sauf qu'il faut faire attention parce que getTools, c'est une fonction qui fonctionne en mode asynchrone. Et donc, ici, vous avez besoin d'utiliser wait. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire, j'attends. En fait, MCP2, c'était j'attends jusqu'à ce que je reçois la réponse. Donc, ce qui fait que quand vous utilisez MCP Client, vous allez beaucoup travailler avec wait dans votre application. Alors, si je fais ça, ça marche. Vous pouvez afficher les tools si vous voulez. Tools. Ce que vous allez trouver, c'est la description. Vous voyez donc qu'il vous dit, il y a un tool qui s'appelle Get Employee Info. Voilà les informations, voilà les inputs, voilà les outputs. Donc ça, c'est la description des tools. Donc une fois que vous êtes sûr que vous avez les tools qui sont accessibles, alors réellement ici, on n'a pas créé les tools. On a récupéré la description des tools. C'est l'interface, c'est le contrat. Nous sommes en train de récupérer un contrat qui permet à l'agent de communiquer avec le serveur MCP. Voilà, alors maintenant on va créer notre agent. Donc l'agent, c'est create agent. Et quand on crée un agent, bah, l'agent il a besoin des tools et de quoi? Du cerveau, n'est-ce pas? Les tools ils sont là, il y a le corps. Il nous faut le cerveau. Et le cerveau c'est LLM. Alors ici donc je vais utiliser chat OpenAI. Modèle c'est GPT 4o mini par exemple. La température, on peut utiliser 0 par exemple. Ça c'est le LLM. Et puis on va créer l'agent. Donc c'est quoi le modèle? Le cerveau c'est LLM. Et c'est quoi les tools? C'est tools. Et c'est quoi? C'est prompt. Système prompt. C'est-à-dire parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il doit faire l'agent? On va lui dire réponds
euh, si vous voulez, answer user question using provided tools, par exemple. Ça, c'est un système prompt. Alors, on crée l'agent et puis on va le tester. Alors, pour le tester, on va utiliser agent. Quoi, c'est? D'habitude, on utilise invoke, n'est-ce pas? Eh bien, parce que ici, vous utilisez un client MCP. Le client MCP lui-même, il fonctionne en mode asynchrone, n'est-ce pas? Et donc, vous n'allez pas utiliser invoke, vous allez utiliser e-invoke. C'est-à-dire asynchrone invoke, si vous voulez. OK? Et donc, ce qui fait, vous allez utiliser e-invoke, asynchronous invoke, si vous voulez. C'est clair? Et après, vous allez récupérer la réponse, response, mais vous ajoutez ici wait. Voilà. Alors ça, c'est important parce que maintenant, vous ne travaillez plus dans la même machine. Vous êtes en train d'accéder à quelque chose qui se trouve à distance. Et donc, quand il y a une communication à distance, il faut faire attention parce que parfois, la requête, ça prend un peu de temps. Il faut toujours employer donc wait pour être sûr que la tâche a été faite avant de passer à l'étape suivante. Alors ici, donc, c'est quoi les messages? Ici, les messages, messages. Alors, on va utiliser human message. On va l'importer. Hassan Jiddan. Les pointeurs fonctionnent bien, donc c'est bien. Alors, from LangChain, quoi? Messages, import, human message. Alors ici, donc, on va créer un human message. Bah, on va lui dire quel est le salaire, quel est le salaire de Hassan. Je vais avoir la réponse et je vais l'afficher. La print response de messages, le dernier message, dot content. Vous voyez, le salaire de Hassan, c'est 23 000. Donc, c'est votre agent, il a utilisé son cerveau, il a utilisé si vous voulez, les tools pour pouvoir donner cette réponse. Alors, derrière, il y a le pattern React, donc, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, je vais poser une autre question. Par exemple, quelle est la valeur de l'action? Quelle est la valeur de l'action de Microsoft? Alors, Microsoft aujourd'hui. On exécute. J'affiche le résultat. Alors, ça me donne un résultat ici. Donc, aujourd'hui, la valeur de l'action de MSFT, c'est varie entre des sources. Il y a une source qui va donner cette valeur, il y a une autre source. Alors, après, si vous voulez, vous voyez donc, il vous donne l'origine. Et ça, c'est Robinhood, Investing, Kraken, Zone Bourse. Donc, l'essentiel, c'est que Tivoli, il vous donne, généralement, quand vous faites une recherche, il va vous donner 5, par défaut, il vous donne 5 résultats. Et à chaque fois, il vous donne la source de l'information. OK? Alors, je vais afficher ça parce que ça, c'est du markdown. Donc, je sais comment afficher le markdown. Donc, on aura besoin d'importer from IPython. Alors, c'est ipython.display import markdown. Et directement ici, donc, je vais afficher c'est display markdown markdown tout ça. Voilà. Alors ça nous donne une idée sur ça.
C'est clair? Alors, ça c'est on va dire le notebook. C'est important de tester, mais si vous voulez créer un client PY, alors je vais l'appeler par exemple euh, agent, agent graph.py. Donc, si vous voulez créer une application, eh bien, voilà. Donc, après, vous faites Streamlit, etc. Donc, moi, je vais faire copier-coller parce que ça, c'est déjà fait. Alors, graph ici, je pense. Alors, j'ai ici graph. Voilà. Alors, comme ça, vous saurez comment gérer ces problèmes asynchrones et tout ça parce que sur le notebook, vous le traitez d'une façon. Mais sur votre application, il va falloir un peu faire attention à des petits détails. Bon, voilà le code. Voilà. C'est le même code que je viens d'écrire. Donc, vous avez Create Agent, Chat OpenAI, Load.env, Multi-Server MCP Client, Human Message, et ça. Et 5 IO. Pourquoi? Bon, parce que quand vous allez lancer, quand vous allez ici, donc, voilà, je complète d'abord. Donc, je résume ce que je viens de faire. Donc, on va charger les variables d'environnement. On crée le MCP client. Je change juste ici le port. C'est 24 000. Et je vais créer la fonction main. Et vous savez que si vous utilisez await, il faut que la fonction soit et 5. Bon, ça, c'est ce que vous avez dans tous les langages quasiment. Donc, c'est pour cela que on va créer une fonction qu'on va appeler main et 5. Vous avez ici await, je vais récupérer la liste des tools. Je crée le cerveau, c'est le LLM. Je crée l'agent, comme je viens de faire tout à l'heure. Et puis, je vais faire une petite boucle, par exemple. À chaque fois, je demande à l'utilisateur de me poser la question. Mais après vous, bien sûr, vous allez utiliser Streamlit ou une autre interface. Donc, je vais demander à l'utilisateur de poser sa question et je vais dire si la question égale exit, je vais quitter. Sinon, je vais faire appel agent, regardez, invoke. N'oubliez pas ce petit O, n'est-ce pas? Et 5 invoke. Donc, j'envoie la requête, la question vers l'agent. Je récupère et j'affiche la réponse. N'est-ce pas? Alors maintenant, la méthode main, qu'est-ce qu'il fait? Il va lancer main. Mais comme main, c'est une fonction qui est i5, il faut la lancer avec i5.io run. Mais plutôt run main. Voilà. Alors ça, c'est l'application et vous pouvez l'exécuter sur votre environnement directement ici. Clear. UV run. Comment il s'appelle le fichier? Agent. Alors ici, donc vous avez l'application, la question, quel est le salaire et l'ancienneté de Yacine? Donc le salaire et l'ancienneté, donc là j'ai ça. Et puis, allez, on va dire quel temps fait-il aujourd'hui à Casablanca? Voilà. Là. Ah, Casablanca. Alors aujourd'hui à Casablanca, il est très clair avec la température entre 19 et 25, l'humidité il est à 62%, le vent il est à 15 km à l'heure, etc., etc. Bon, bref, l'essentiel, voilà, il vous donne l'origine, où est-ce qu'il a récupéré ces informations, c'est des actualités qu'il a recherchées sur le web. C'est clair? Alors, je vais terminer ma démo avec le cas de... Donc, vous voyez ici, donc on a fait ça. Voilà, InUitN. Alors maintenant, vous voulez, je vais créer un agent via InUitN. Alors, je vous rappelle que InUitN, donc pour pouvoir l'installer, vous pouvez l'installer en local.
Alors, c'est en fait Inuit-N. Si vous utilisez npm install Inuit-N et vous l'installez en local. Et puis moi, je vais le démarrer, il est déjà installé en local. Je vais utiliser Inuit-N start. Donc ça démarre directement Inuit-N en local. Alors le port il est déjà utilisé, vous voyez, parce que j'ai déjà démarré ici. Donc Inuit-N start. Alors voilà l'adresse, il démarre en local. Je vais accéder comme ça en local. Alors vous aurez juste besoin de créer un compte, etc. au départ. Alors ici, donc j'accède directement, je vais créer un workflow. Et dans ce workflow, donc je vais créer un agent rapidement. L'agent AI Agent. Vous voyez donc notre agent, il est là, n'est-ce pas? Eh bien, il a besoin d'un modèle LLM. Alors je vais utiliser OpenAI. Alors OpenAI ici, donc quel modèle que je vais utiliser? C'est 4 GPT 4.4 Omni, je sais pas quoi, peu importe. Ici, vous pouvez spécifier le modèle que vous voulez. Alors ici, la connexion, c'est important parce qu'il faut spécifier l'API. API key. Alors ici, donc, je vais utiliser l'API key que j'ai copié tout à l'heure, ici. Save. Alors ici, donc, si vous voyez successfully, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, votre clé est bonne. Donc, bref, donc j'ai configuré le modèle et j'ai besoin des tools. Alors, comment je peux maintenant accéder aux tools? C'est via MCP Client. Vous suivez? Alors, est-ce que mon cours, c'est pas mon cœur. Est-ce que mon Eh ben, vous testez, vous regardez. Alors, ici, il ne peut pas se connecter. Faites attention parce que parfois, il faut mettre ici, vous mettez 0, l'adresse IP. Oui. Vous mettez pas local parce que vous êtes dans un navigateur, dans un émulateur. Si vous mettez localhost, il ne s'agit pas de la machine locale, mais en réalité, il faut mettre l'adresse IP de votre serveur ou bien le nom de domaine. Vous voyez donc on a bien il a récupéré les tools. Vous pouvez tester si vous voulez, exécuter. Si vous testez, ça va vous donner le résultat. En tout cas, on est bien connecté et on peut tester. Alors pour tester, on va poser des questions. On va lui dire quel est le salaire de Hassan. Alors ici, il va contacter le serveur MCP. Voilà, il le contacte et le salaire de Hassan, c'est 23 000. Vous voyez, donc même pas une minute. Vous avez un agent, mais les tools, est-ce que c'est vous qui avez créé les tools? Non, ils sont exposés. Il y a un spécialiste qui va vous créer des tools que vous allez exposer. Je les ai exposés avec Python, mais je peux faire la même chose avec Java. Je peux le faire avec Node.js, avec ce que vous voulez. Ben, c'est pour cela, ici, vous avez regardez les tools que vous avez. Vous avez des milliers de tools. Par exemple, vous voulez envoyer un Gmail, et c'est les tools qui sont là. Vous voulez, accéder à Google Sheet, etc. Je vais vous laisser une démonstration sur Inuit-N dans laquelle je vous montre comment utiliser ces tools-là. Donc, si vous avez, mais vous avez quasiment avec ça, vous pouvez, tout ce que vous faites avec ce que vous allez faire avec Langra, vous pouvez le faire avec Inuit-N. Mais sauf que vous avez sur Inuit-N, à un moment donné, vous serez limité. Si là, vous aurez besoin de passer parfois à Langra. Oui? Non, parce que en fait, l'ingráphe, il vous donne la possibilité d'aller vers les petits détails. Quand vous avez des choses standards, ça marche. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais dès que vous avez des cas un peu plus complexes, des cas complexes, parce qu'après on va vous dire, on va mettre human in the loop, par exemple. C'est-à-dire l'être humain, il doit intervenir pour prendre la décision. Est-ce que c'est approuvé ou là c'est pas approuvé? Et après, vous avez besoin, pour des raisons euh,
de sécurité pour des raisons c'est-à-dire pour plein de raisons, par exemple euh, l'éthique et tout ce qui, c'est-à-dire il y a des choses que vous voyez pas en tant qu'étudiant, vous le voyez pas, mais quand vous passez en production, c'est que le client il exige des choses qui vont vous pousser à basculer vers l'engraphe. Hein. Donc souvent, mais c'est très pratique pour faire des prototypes, pour faire des choses même en production. Il y a beaucoup de gens qui créent des startups avec ça. C'est très utile. Donc, tant que c'est faisable avec Init-N, vous le faites comme ça. Mais dites-vous, vous êtes quelqu'un, un spécialiste dans le domaine, donc il vaudrait mieux avoir on va dire les deux outils, les deux armes, n'est-ce pas? D'un côté, vous avez un outil no-code que vous pouvez utiliser pour automatiser les workflows, créer des systèmes agentiques. Et de l'autre côté, vous avez LangChain, LangGraph, vous avez Spring AI, vous avez d'autres frameworks que vous devrez maîtriser parce que c'est pas à vous d'imposer, c'est l'entreprise qui impose. Mais en tout cas, donc, d'après ce que je vois, les projets de fin d'études de cette année, c'est la majorité, c'est l'Angraph. C'est quasiment 98% les applications basées sur des agents, ils leur demandent de travailler avec LangChain, l'Angraph. Donc, ce qui fait que même si les entreprises savent qu'il y a des outils no-code comme ça, mais ils savent très bien aussi jusqu'à quel point ils peuvent aller avec des outils comme ça. Mais c'est important pour vous de les maîtriser les deux. OK? Alors, la même chose, donc je vais pas trop tarder sur init.n, donc je vous montre juste le principe. Alors, c'est donc si vous voulez tester ça avec, euh, avec une interface, on va noter. Euh, Pas encore. Alors, ici, donc, vous démarrez le workflow. Vous pouvez démarrer le workflow comme ça. Et puis, vous avez votre, ici, client, le trigger. Vous faites ça, make chat available. Vous avez l'adresse et vous pouvez accéder à votre chat comme ça. Voilà. Alors, donc, vous avez l'interface ici. Donc, vous pouvez poser la question, par exemple, il est quel temps? Il est aujourd'hui à Casablanca. Alors, ça, j'interagis avec mon serveur InuitN qui lui-même va communiquer avec MCP. Donc, le plus important pour moi, c'est que vous arrivez à comprendre cette architecture. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est que je pose une question, soit à l'agent développé avec Python, soit à un serveur InuitN qui lui-même va utiliser un LLM, n'est-ce pas? C'est OpenAI. Et puis les tools, par contre, ils sont accessibles via MCP. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est en fait, en réalité, c'est que les serveurs MCP, il y en a partout. C'est-à-dire, dès que vous voulez créer un agent, vous cherchez les adresses des serveurs MCP qui vous donnent des tools. Donc, si vous connaissez l'adresse du serveur MCP, vous pouvez exploiter les tools. Et donc, ici, on a utilisé un seul serveur MCP, mais si vous vous rappelez dans notre code ici, alors, dans le code, on a spécifié ici un seul serveur, mais s'il y a un deuxième serveur, vous mettez encore virgule. Le deuxième serveur, voilà l'adresse. Le troisième, voilà l'adresse. C'est-à-dire, vous dupliquez ça plusieurs fois. Et là, vous allez pouvoir vous connecter à plusieurs serveurs MCP. C'est clair? Parfait. Alors, si c'est clair, c'est très clair. Je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. Oui. Alors, aujourd'hui, donc, dans cette démo, je n'ai pas parlé du cas ديال standard input, n'est-ce pas? Donc, j'ai parlé que de SSI ou bien Streamable HTTP.
Alors, c'est ce qui est d'ailleurs le plus intéressant. Mais, et c'est si, comme je disais, il y a des cas où votre client, par exemple notre agent, il peut utiliser des tools qui sont déjà développés. Il suffit de les télécharger comme dépendance dans votre projet et après vous les démarrez, vous pouvez les utiliser en local. Donc, ce qui fait que ça donne aussi une possibilité importante. Par exemple, la gestion des fichiers. D'ailleurs, si vous regardez dans le site Model Context Protocol, ici, vous allez trouver vraiment des milliers de tools qui sont déjà développés et que vous pouvez intégrer dans votre projet de manière assez rapide. Tout ce qui est standard, envoyer un mail, aller vers Google Sheet, je sais pas, manipuler un document Word ou manipuler un système de fichiers ou pas mal de choses ou se connecter à un serveur à distance pour avoir des actualités. Mais tout ça, si vous regardez ici, vous allez trouver, il y a plein de tools. Et dites-vous bien que MCP, il y a 2 années, il n'y avait pas MCP, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire pendant les 2 dernières années, ça vraiment, c'est un protocole qui s'est imposé comme vraiment un standard que vous allez retrouver dans toutes les architectures des entreprises. Ok? Voilà. Donc je vais arrêter la démo. Donc je vous partagerai tout à l'heure la même démo. Comme ça, vous pouvez reprendre un peu la chose. Oui. Est-ce que c'est mieux d'utiliser, par exemple, sans Google ou télécharger, mieux d'utiliser STU ou bien de tout simplement faire streaming, ne pas le télécharger, Écoutez, vous savez, vous faites le. Moi, je vous conseille une chose, parce qu'il y a toujours une confusion qui vous arrive. C'est que n'oubliez pas que vous êtes en train de devenir des ingénieurs, n'est-ce pas? Et que si vous devenez des ingénieurs, vous avez intérêt à savoir toutes les possibilités. C'est-à-dire, je vais tester cette possibilité. Vous n'êtes pas dans la logique où quelle est la meilleure que je vais choisir. Oui, si vous faites votre projet, vous dites je vais faire des choses comme ça. Mais pourquoi? Parce que il faut apprendre les différentes techniques, mais quand vous passez à la réalité de l'entreprise, c'est que l'entreprise, ils ont tellement beaucoup d'expérience qu'ils vont commencer à vous imposer l'une ou l'autre. Il y a parfois, il y a des techniques qui vous paraissent très simples, mais l'entreprise, il va pas les adopter parce qu'il y a des raisons pour ça. Donc, ce qui fait que, bon, c'est pour cela que toujours dans le cours que je vous fais, je vous dis toujours, soyez des ingénieurs, c'est-à-dire essayez de comprendre l'architecture, la logique, et après, les différentes façons de faire les choses. N'hésitez pas de prendre du temps à écrire le code, à tester, ça vous fera toujours du bien. Mais une fois que vous êtes dans une réalité d'un projet en production, eh bien, vous allez choisir la solution la plus adaptée. Et la solution la plus adaptée, ce n'est pas toujours la solution la plus rapide. Parfois, il y a l'entreprise qui va vous dire, je veux la solution la plus rapide. Eh ben, vous lui dites, la plus rapide, c'est Inuit N, je fais, demain, je te fais la démo. Oui, ça marche. Il y en a beaucoup qui travaillent comme ça, n'est-ce pas? Mais après, quand il va passer lui-même en production, il va commencer à avoir c'est-à-dire des retours. Mais oui, mais le client, etc. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça? Quand les questions commencent à se dire, ben, il va vous dire, ben, cette maquette-là, ça marche bien, mais on va la redévelopper, mais en utilisant LangGraph. Et là, vous allez faire la même chose avec LangGraph. Vous n'allez pas prendre une éternité parce qu'avec LangGraph et LangChain, c'est pas aussi compliqué si vous le maîtrisez. Maintenant, écrire le code, c'est pas ce qui est compliqué avec Claude, n'est-ce pas? Alors, je suis sûr que le projet que je vous ai donné, vous allez commencer à générer des tonnes de code, mais le plus important, c'est pas interdit, mais il faut juste maîtriser chaque chose que vous faites. Donc, ça veut dire que maintenant, le code, c'est pas ce qui est le plus difficile à écrire, mais le plus difficile, c'est d'être un ingénieur. Conseil. Quelle architecture? Ah, pourquoi on va utiliser ça, pourquoi on va pas utiliser ça. Mais ça, c'est un peu l'objectif en académie, si on vous fait faire des TP parfois qui vous paraissent un peu pas très utiles, c'est pas pour rien parce que là, il y a la part de l'ingénierie qui oblige à ce que vous passiez sur tout ça. N'est-ce pas? Parce qu'il y en a souvent qui se cumulent. Même si quand je leur fais la démo sur Inuit N, même si bah, pourquoi on a fait tous alors qu'on peut. Mais non, c'est la réalité des choses parce que nous, on sait ce qui se passe au niveau des projets professionnels.
Et on sait en fait que il vous faut être bien armé. Aussi. Oui. Alors, comme je disais, donc Thomas, maintenant dans le cours, il faut revenir au cours. Studio, c'est que il est en local. On l'utilise quand le tool il se trouve dans la même machine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu es dans une même machine, il y a la machine A, et le serveur MCP et le client MCP se trouvent dans la même machine. S'ils se trouvent dans la même machine, par exemple, ce serveur MCP avec Node.js et celui-là avec Python, dans la même machine. Alors, le plus simple et le plus rapide, c'est d'utiliser quoi? STDO, parce que ça, c'est local. Il y a un protocole qui fait communiquer deux applications en local. Mais quand ça, c'est dans une machine et l'autre dans l'autre machine, eh bien, dans ce cas-là, vous n'allez pas utiliser STDO, vous allez utiliser soit SSI ou bien Streamable HTTP. C'est-à-dire, soit ça, soit ça. De préférence d'utiliser Streamable HTTP, surtout quand vous faites les communications entre backend et backend. Parce que dans les applications, il y a le backend et le frontend. Un service backend qui communique avec un autre service backend, ne vous posez pas de la question, c'est Streamable HTTP. Pourquoi? Parce que tous les backends supportent HTTP2, il n'y a pas de problème. La communication, elle est parfaite. Mais quand, par exemple, entre front-end et back-end, c'est là où vous allez poser la question. Peut-être, si vous avez votre front-end communique avec un back-end en MCP, parfois, on préfère utiliser SSI. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a parfois des front-end qui ne supportent pas le protocole HTTP2. Et si vous voulez quand même le faire fonctionner, par exemple, vous voyez ici dans les versions de In8N, là ça marchait avec Streamable HTTP. Mais l'ancienne version, ça passait pas. Vous êtes obligé de passer via SSI, n'est-ce pas? Donc il y a parfois des technologies qui vous disent je supporte pas tel protocole. Alors dans ce cas-là, vous devrez basculer vers les autres. Alors Streamable HTTP, c'est comme j'ai gRPC, parce que vous savez, dans les systèmes distribués, je ne sais pas si vous les avez étudiés, il y a en fait les web services, SOAP, il y a REST, il y a GraphQL, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des protocoles du web service. Mais après, il y a gRPC. Donc, c'est un protocole qui est utilisé, qui a été développé par Google. Et si vous voulez, MCP, c'est la quatrième génération du web service. Donc, ça, c'est vous le notez quand même. Si vous regardez l'historique des web services, dans les web services, les premiers web services sont basés sur quel protocole? Un protocole qui s'appelle SOAP, Simple Object Access Protocol. On échangeait que HTTP1 avec XML. C'était purement du XML. Après, la deuxième génération, c'est REST. Alors, c'est du HTTP, mais dans la majorité des cas, on utilise JSON. La troisième génération, c'est GraphQL de Facebook. C'est un peu plus optimisé. La quatrième génération, c'est gRPC de Google. Alors gRPC, il utilise HTTP2. C'est la seule technologie des systèmes distribués qui utilise HTTP2. Et vous pouvez dire que la cinquième génération, c'est quoi? C'est MCP. MCP, c'est à peu près, il profite d'à peu près des modes de fonctionnement de gRPC parce que c'est des technologies qui permettent de créer ce qu'on appelle les systèmes réactifs à temps réel. Et parce que tout simplement la communication elle est bidirectionnelle, donc c'est plus pratique si on veut créer ce qu'on appelle les systèmes réactifs. Et c'est quoi un système réactif? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se produit chez moi, vous êtes au courant. Et quand il y a quelque chose qui se produit chez vous, je suis au courant. Parce que la communication, elle est bidirectionnelle. Il y a l'un des avantages de MCP. Alors, si je vous raconte tout ça, ça peut être utile pour vous dans des entretiens, parce que souvent dans les entretiens, on vous posera souvent des questions sur les web services. Et là, il faut bien regarder des vidéos peut-être des ressources que je vais vous laisser. Ça vous permet d'être un peu mieux positionné, en tout cas par rapport aux technologies, pour que vous soyez pas un peu perdu. C'est le temps de la pause. Yak.
Parce que j'entends du bruit.